Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes ensemble pour 45 minutes sur 8 Mont-Blanc, c'est accès direct, merci d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 24 octobre. De la politique au programme ce soir, la gauche de Haute-Savoie s'organise dans la perspective des élections municipales de 2020. Je reçois Jean Boutry, l'ancien maire de Cran, vient d'être élu président de l'Union départementale des élus socialistes et républicains de Haute-Savoie. Vincent Poirier de BDFU viendra accompagner ce soir l'auteur Cyril Pedrosa, nous parlera de son épopée médiévale, l'âge d'or. Et enfin, nous parlerons sport et santé avec Isabelle Bourrin, thérapeute sportive. Elle accompagne les patients atteints de cancer avec son association Plaisir Nordique. Tout un programme. Mais avant, un autre programme, celui du JT. Salut Seb. Salut Fanette. On attaque du côté de Genève. Oui, puisque Jean-Paul Crespi a rencontré les auteurs de Avions toujours plus, pourquoi faire ? Un livre publié par la CARP, une association de riverains de l'aéroport d'Annecy. Un livre qui dénonce les nombreuses nuisances de Genève.train. Donc voilà, un reportage assez intéressant et assez déroutant. Avec des images qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir. Je suis en train de... je l'ai pas vu. Images de l'aéroport. Et puis on ira aussi du côté de Semnos qui va connaître une véritable révolution. Oui, le Semnos, dans la petite station nichée dans les hauteurs du lac d'Annecy, qui attend avec impatience la saison hivernale, qui ne va pas tarder à débuter, avec des nouveaux équipements, notamment le Télémix, un mix entre un télécabine et un télésiège, qui devrait être le best-seller, on va dire, de cet hiver, qui devrait aussi faciliter la vie des skieurs. On continue à parler actu avec la revue de presse, Et on commence, je crois que je me suis trompée dans l'ordre du coup, non? Voilà, c'est parfait, ça tombe bien parce que j'ai oublié de noter. Bon, bah, donc je me débrouille. Ah oui, j'en ai entendu parler. Voilà, donc un sujet sérieux pour le coup. Le gouvernement a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête concernant les cas groupés d'enfants nés sans main ou sans bras. 3 rapports publiés par l'agence Santé publique France n'ont pas trouvé d'explication à ces cas groupés qui ont été détectés dans l'Ain, en Loire-Atlantique et en Bretagne. Dans l'Ain, 7 naissances ont eu lieu entre 2009 et 2014 autour du village de Druyat qui se trouve près d'Ambérieu-en-Bugey. La ministre de la Santé a jugé l'incertitude autour de ces naissances insupportable, je la cite. Donc on verra ce que cette nouvelle enquête donne. C'est un article à lire sur le site du Monde. Et puis chez nos confrères de Léman Bleu, Airbnb remporte une bataille contre l'État de Genève qui veut limiter à 60 jours au maximum la location d'appartements par le site. On le sait, Airbnb pose pas mal de problèmes dans pas mal de villes touristiques. Saisie d'un recours, la Cour constitutionnelle a jugé cette durée maximale trop courte et l'a rallongée à 90 jours. Donc nos confrères de Léman Bleu proposent un reportage à ce sujet-là. La guerre n'est pas terminée, l'affaire a été portée devant le tribunal fédéral cette fois-ci. Et puis toi, on commence avec un jeu utile. Oui, un jeu dont on a parlé sur le plateau d'Accès Direct, puisque le créateur était venu ici même présenter son jeu. Un jeu qui s'appelle Secouriste, tout simplement. Un jeu de société par ce pompier d'Annemasse, Patrick Chupil. C'est un jeu qui vous met, vous les joueurs, dans la peau d'un secouriste face à une situation d'urgence. Les premières livraisons ont lieu depuis le mois de septembre et les premiers chiffres sont très très bons, grâce notamment à 25 000 € récoltés grâce à un financement participatif. Il était parti sur 10 000, il se retrouve avec 25 000. Ça va lui permettre à l'auteur de développer un outil pédagogique en complément de ce jeu de société. Et puis, Zolden, de l'incertitude pour ce week-end. J'avais annoncé ici même, je crois la semaine dernière, que les épreuves de Zolden qui ouvrent la saison de Coupe du Monde de ski alpin devrait avoir lieu ce week-end. Malheureusement, les prévisions météorologiques ne sont pas très bonnes pour le week-end. On attend près de 30 cm de neige sur le glacier de Rettenbach. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en suspens. Une décision devrait être prise au dernier moment pour savoir si les courses auront lieu. Il y a un géant féminin et un géant homme. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On va parler politique maintenant. Je reçois Jean Boutry, le nouveau président départemental des élus socialistes et républicains de Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, le département de Haute-Savoie ne penche pas vraiment à gauche. Cette union départementale, combien elle rassemble d'élus? Combien d'élus représentez-vous? On est une 60aine actuellement. Alors, ce sont des élus à la fois, il y a des élus du Parti socialiste, une petite moitié des 60, et puis un certain nombre d'élus, de collègues, qui partagent un certain nombre de convictions avec nous. On a arrêté ce qu'on appelle une charte des élus de l'Union, de l'UDE-SR, tous ceux qui se retrouvent dans cette charte, qui donne un certain nombre de grandes orientations. Je pense qu'on pourra peut-être en parler, ce qui nous cimente, parce que ce qui est important en politique, c'est le fond, quoi. C'est pourquoi on fait ça, pourquoi on s'engage comme élu, donc quelle vision on a des politiques locales. Et donc, dans l'Union, on a un texte fondateur qui nous rassemble sur des visions de l'action locale. Et donc, on a à la fois des élus socialistes, je vous dis, qui ne sont pas majoritaires, finalement, dans cette association, et on a un certain nombre d'autres qui sont des sympathisants
qui viennent aussi, qui appartiennent à d'autres mouvements que le Parti socialiste. Alors avant de parler de ce socle de valeurs, comment va la gauche en Haute-Savoie? Au niveau de la France, on le sait, il y a beaucoup de questionnements, de déchirements. Comment va la gauche en Haute-Savoie? Il se trouve qu'on n'a jamais été très fort. On n'est pas davantage aujourd'hui. On n'a pas trop perdu. Vous savez que les dernières municipales de 2014 ont été extrêmement difficiles pour les équipes de gauche. Il y a beaucoup de villes qui ont basculé, notamment dans les villes importantes de France. Il y a plus de 150 villes de plus de 10 000 habitants qui avaient des maires socialistes ou des maires des gauches et qui ont basculé à ce moment-là, les électeurs avaient voulu punir François Hollande. En fait, en Haute-Savoie, on était, c'est vrai, pas très forts, pas très nombreux, mais on n'a pas perdu. On a gardé Annemasse, on a gardé Crangevrier, on a gardé Ambilly, pour citer là, en tout cas, les 3 villes les plus importantes qui ont des maires socialistes. Ceci dit, je ne vais pas vous dire qu'on est très, très costaud et très fortiche actuellement. Mais en tout cas, si on a perdu un peu depuis 2 ans, depuis 1 an et demi, ce sont des anciens élus ou militants socialistes, par exemple, qui sont partis en marche. Il y en a ça. Mais du coup, il y en a qu'on a gardés au niveau de l'union départementale des élus. Il y a des élus en marche dans l'union départementale. Oui, il y en a qui font partie de l'union des élus, parce qu'ils partagent toujours avec nous un certain nombre de convictions sur les politiques, sur l'action locale. Et du coup, qu'est-ce qui vous rassemble, ce fameux socle? Ce qui nous rassemble, on est donc élus socialistes et républicains. On est vraiment avec le mot républicain nous on est des vrais républicains. Ah bon? On est authentiquement des républicains. On veut faire vivre les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. On veut les mettre en application et les faire vivre dans les politiques locales. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? Dans notre socle fondateur, on se dit il faut absolument un service public fort. Il faut que tous les Français, tous les citoyens dans nos villes aient accès à un certain nombre de services fondamentaux et qui soient au maximum gérés directement par la puissance publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tous les services à l'enfance, les services aux personnes âgées, les services aux familles. Il faut un service public qui soit accessible à tous. Et donc nous, on considère que les tarifs des services publics, ils doivent être fixés en fonction des revenus des gens. C'est ce qu'on fait dans la commune maintenant nouvelle d'Annecy. Tous les tarifs sont ce qu'on appelle au taux d'effort. C'est un taux d'effort qui est le même pour chaque famille et donc qui varie en fonction des revenus de la famille. On met l'accent beaucoup sur la lutte contre les inégalités. Donc il faut que tous les enfants, les jeunes, puissent accéder à un certain nombre d'activités sportives, culturelles, d'activités d'ouverture et d'éveil. On dit aussi que le service public doit être géré par la puissance publique. Quand il s'agit de services fondamentaux comme l'eau, la santé, l'énergie, les transports, l'enseignement, ces services doivent être gérés par le public. Vous savez qu'il y a un certain nombre de services qui ont été confiés à des grandes entreprises privées. Ça avait d'ailleurs été un des sujets au moment de la fusion de la commune nouvelle, notamment, je pense, entre Cran et Annecy-le-Vieux, où il y avait 2 visions différentes. Oui, il y a eu des débats là-dessus. Mais il se trouve que dans la culture historique d'Annecy historique, il y avait une culture qui nous allait bien, parce que Annecy gère quasi tous ses services publics elle-même en régie directe, sans les confier en délégation à des entreprises. Et elle a raison, parce qu'on en revient à des services comme l'eau, par exemple, la distribution d'eau potable, ou des services comme les transports publics. Un certain nombre de collectivités dans ces dernières années en France ont fait marche arrière. Elles avaient confié à des entreprises, elles sont revenues en arrière en considérant qu'elles ne s'y retrouvaient pas sur le prix des services, parfois même sur la qualité des services. Et on considère que ces services-là fondamentaux ne doivent pas être des domaines dans lesquels on fait des bénéfices, on fait des profits. Voilà, donc ça, c'est par exemple, dans notre socle de valeurs, une valeur extrêmement importante. Ce socle de valeurs-là, ça doit être la base des programmes pour les élections municipales qui auront lieu en 2020. Là, l'objectif de votre mandat au sein de l'Union départementale, c'est de préparer les municipales. Ce socle, ça va être les programmes qu'on va retrouver dans les différentes candidatures de gauche de Haute-Savoie. Oui, alors, on a donc la raison d'être de cette association, c'est d'aider les élus qui partagent donc les mêmes convictions. On les aide comment? On organise des rencontres sur des thématiques d'action publique, sur lesquelles on veut échanger sur des expériences, sur des bonnes pratiques ou sur lesquelles on veut innover. Et deuxième action, formation des élus. Donc formation des élus dans la perspective, formation sur un certain nombre. Vous savez, quand on est élu, on doit gérer. On doit gérer des budgets, ce n'est pas toujours très facile. Donc, par exemple, beaucoup de collègues élus sont très demandeurs de formation en matière de finances. Par exemple, ça, ce sont des choses qu'on fait. Et on contribuera, oui, on va aider des équipes à pouvoir
élaborer un projet municipal. Il y a les grandes thématiques, je vous disais, du service public. Il y a celle de la ville pour tous. La ville doit être accueillante pour tous. Ça veut dire, en Haute-Savoie, par exemple, il faut absolument faire notre devoir en matière de construction de logements sociaux. Les villes, aujourd'hui, elles doivent être très engagées sur la transition énergétique écologique. Parce que nous, on gère les politiques de transport, on gère toute une série de bâtiments, on influe beaucoup et on finance le logement, donc on doit pouvoir s'impliquer beaucoup dans tout ce qui est rénovation énergétique ou en matière d'énergie. On doit s'impliquer aussi dans la production d'énergie renouvelable. Donc on se dit, ça c'est aussi quelque chose de très fort, un axe qui doit être dans les programmes des élus qui partagent nos convictions. Sur les listes préparées par l'Union départementale que vous présidez, on pourra trouver, il y aura des socialistes, mais il y aura des En Marche, des plus à gauche, Front de gauche, etc. Est-ce que vous travaillez aussi à unir la gauche sur la Haute-Savoie ? Ben oui, de toute façon, on doit absolument s'ouvrir. Déjà, le principe de notre union d'élus, c'est qu'elle est de toute façon ouverte. Après, il faut travailler. Notre union, elle ne va pas constituer des listes. Elle va aider des candidats à construire des projets. Après, l'important, c'est ce qu'on fait. L'important, ce n'est pas notre appartenance, ce n'est pas notre drapeau. L'important, c'est le sens qu'on donne à notre action. Est-ce que tous les partis de gauche adhèrent à ce discours-là ? Mais ça, j'espère. Oui, c'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr, mais vous savez, au niveau de la commune nouvelle d'Annecy, ben, on a constitué un groupe d'élus. Ben oui, il y a des socialistes, des écologistes, des gens d'En Marche. Pour 2020, il faut partir sur la construction d'un projet, un projet alternatif, ambitieux, intelligent, et qui soit en mesure de rassembler le plus largement possible. Mais en tout cas, il faut partir d'un projet de vision de l'avenir, et à partir de là, voir qui partage ces visions de l'avenir. Mais là, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais je dis en tout cas, la gauche, elle doit surtout arrêter de se diviser. C'est ce qu'elle fait depuis il y a du travail. Dans ces derniers mois. Il y a beaucoup de travail. Et je pense que notamment au plan local, surtout dans des territoires où on est assez faible comme ici en Haute-Savoie, je dis, il ne faut pas rater le coche là. Il faut absolument réussir à se rassembler, mais sur du projet qu'on va construire ensemble. Dernière question rapidement. On le sait, il y a une crise des élus, il y a une vraie inquiétude de voir peu de candidats en 2020. Les maires sont inquiets, il y a eu le congrès là ce week-end. Ouais. Vous allez avoir des candidats dans toutes les mairies ? J'espère, hein, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Moi, je pense que les collectivités doivent se rassembler. Alors, j'en parle en bonne connaissance de cause, puisque j'ai contribué en tant que ancien maire de Crangeviers à construire le projet de fusion de 6 communes à Annecy et de constituer une grande commune. En se disant, ça n'a plus beaucoup de sens. Et la gauche y a perdu. Oui, alors nous, on a accepté de nous effacer en identité, de mettre le drapeau dans la poche, mais parce qu'il y avait un projet qui pour nous était satisfaisant. Et on s'est dit, ben, nous, on va influer. Alors on ne sera plus en chef de file sur notre territoire, mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est influer. Et je pense que dans la donne territoriale d'aujourd'hui, il y a trop de communes trop petites, qui ont trop peu de moyens, surtout quand l'État réduit ses moyens depuis déjà maintenant quelques années. Donc moi, je pense qu'il faut réussir à intégrer plus les territoires, à fusionner un certain nombre de collectivités. Je pense que d'ailleurs, on gérerait mieux notre territoire qu'on ne l'a fait jusqu'à présent en Haute-Savoie. Il faut trouver des candidats pour porter ça. Bien sûr. Et ça, c'est pas gagné. Non, mais je pense vous reviendrez nous en parler. Il y a toujours des militants, des convaincus. Bon, voilà. Dont vous, merci beaucoup. Oui, parce que moi, j'ai plus aucun enjeu de pouvoir. Hein, mais je le fais effectivement pour aider mes collègues élus, parce que je crois en un certain nombre de choses. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci bien. On va changer d'époque maintenant, si je puis dire, direction le Moyen-Âge. C'est seigneurs, c'est chevaliers. Bonjour, bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Vincent, tu es venu accompagner aujourd'hui. Cyril Pedrosa t'accompagne. Alors, vous présentez demain chez BD Fugue, demain après-midi, si je ne me trompe pas, votre dernier ouvrage, L'Âge d'Or. Alors, avant d'en parler, Vincent, peux-tu nous présenter ton invité? Pour te citer, quand tu nous as envoyé un mail pour nous parler de Cyril, l'un des plus talentueux auteurs actuels. Bah oui. Littéralement. C'est ça, ah ouais, je cite. C'est écrit, tu vois, je peux même plus le cacher. Je voulais t'en parler, justement. Non, je le pense sincèrement. Je pense que, et je le pense depuis très longtemps d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il le démontre de plus en plus par son renouvellement, par la richesse de ses œuvres, mais aussi par la qualité. Il a une capacité à
à explorer la narration graphique, l'art séquentiel, de manière prodigieuse graphiquement, mais narrativement. Et puis ces histoires, on se laisse complètement emporter, parce qu'ils se renouvellent en plus. C'est pas comme s'il était un petit peu dans une routine et qu'on avait l'impression de relire le nouveau Pedrosa, qui est en fait la copie de l'autre. Non, c'est un auteur qui ne cesse de se réinventer. Et je crois que les images parlent d'elles-mêmes, hein, pour ceux qui peuvent voir rien que la couverture. C'est splendide. Bon, vous avez bien fait de venir. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. J'ai vraiment bien fait de venir. Alors pourquoi vous avez choisi le Moyen-Âge pour ce nouvel univers, justement? C'est-à-dire que quand on réfléchissait à cette histoire avec Roxane Morey, avec qui j'ai écrit le scénario, on avait au départ, en fait, plutôt envie de parler d'utopie. On était dans un moment préélectoral, un peu de déprime. Et on avait l'impression qu'il était plus possible de parler d'une manière un peu idéalisée du futur. Que des mots comme un espoir d'égalité, tout ça, qu'on ne pouvait pas le formuler à haute voix. Et parler d'utopie en déplaçant le sujet dans une époque médiévale, ça nous paraissait être un moyen de rendre les choses audibles de nouveau. Parce qu'on sait que ce monde féodal injuste, un jour a cessé d'être. Et que donc parler d'utopie à cette époque-là, c'est acceptable, c'est une idée acceptable pour le lecteur. Donc c'est une manière de déplacer le sujet pour que le lecteur puisse accepter d'entendre tout ce qu'on avait à lui dire là-dessus. Oui, parce que le décor, il est planté au Moyen-Âge, mais effectivement, le thème, les sujets, ils sont très actuels. Oui, c'est l'enjeu. C'était l'enjeu. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge de Charles Perrault. Enfin, en réalité, c'est plus un conte qu'un récit médiéval, finalement. Ça démarre comme un conte, en tout cas. Mais... C'est exact. C'est pour ça, je pense, moi, je le conçois plus comme une espèce de conte politique. Et les contes, c'est quand même un moyen de parler. Ça a toujours été un moyen de parler de sujets qui préoccupaient les conteurs dans l'instant où ils le racontaient, même s'ils déplaçaient leur histoire dans un passé lointain. Vincent, convaincu, je suppose, par ce dernier ouvrage. C'est une merveille, vraiment une merveille. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressorts. J'aime beaucoup ce point de départ. On est effectivement plutôt dans notre fauteuil à l'aise avec cette ambiance de conte. On a l'impression de connaître déjà un petit peu. Et puis petit à petit, là où on croyait savoir où on était, on n'y est plus du tout. Et ça évolue de manière très différente. Et c'est une première partie, ça sera un diptyque. Il y aura 2 tomes pour cette histoire. On sent que le deuxième nous réserve quand même beaucoup d'autres surprises parce que c'est montant. C'est pas une histoire qui s'empâte un petit peu avec une envie de faire trop de pages inutiles. Chaque page va être effectivement la résonance d'une nouveauté par rapport au chapitre d'avant. Enfin, oui, puis on a hâte de savoir la suite, en fait, quand on termine l'histoire. J'étais un peu frustrée hier soir. Tu vas nous raconter la suite en exclusivité. C'est pour quand, le 2e tome? Je suis en train de le dessiner. Je pense qu'il devrait sortir en mars 2020. Ça, je sais, c'est un peu long. Mais en fait, on a écrit toute cette histoire avec Roxane en une seule fois. Et au début, on avait vraiment l'ambition de faire un seul ouvrage, en fait. Mais quand j'ai commencé à le dessiner, je me suis rendu compte que ça ferait un livre de 500 pages et ça me paraissait humainement déjà difficile à tenir. Puis ça faisait un objet monstrueux, en fait. D'où la décision un peu douloureuse de le couper en 2, parce que je sais que c'est frustrant moi-même comme lecteur. J'aime pas attendre entre deux volumes. Mais là, c'est nécessaire. Et puis c'est un dessin qui est long. Il y a une technique mise en œuvre dans ce livre qui est un peu particulière, une manière de faire les couleurs qui est un peu particulière, très lumineuse, mais qui prend beaucoup de temps. Voilà, donc il va falloir patienter un tout petit peu. Alors, il y a l'histoire et au milieu des pages un peu plus classiques, c'est pas le bon terme, mais il y a ces doubles pages qui sont très belles, assez régulièrement entre différentes scènes, un peu temps fort. Et là, on voit bien ce qu'on n'a pas dit, peut-être, je ne crois pas, c'est que vous venez de l'animation. Et on voit beaucoup le mouvement, en fait. Alors, je sais pas si... Voilà. Super, merci Damien. Notamment celle-ci, enfin voilà, j'en ai vu plusieurs, mais... On voit vraiment le mouvement, je trouve, dans le dessin. Et je pense que c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'il réinvente toujours un petit peu la narration. Sur cette double page, en réalité, ce n'est pas une grande scène sur une double page. Il y a une vraie narration, c'est le personnage qu'on voit sur plusieurs points. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas, normalement, sauf qu'on a suffisamment de talent pour se l'autoriser. Et là, ça fonctionne extrêmement bien. On est complètement happé, nous aussi. Effectivement, ce mouvement, on le sent d'autant plus que si ça avait été un gaufrier, comme on appelle ça, vers les cases qui s'enchaînent. Là, c'est d'une fluidité étonnante. Il y a un vrai fond, vous l'avez dit un petit peu, politique. Vous l'avez préparé une période particulière. Comment vous avez intégré il y a aussi
féminisme, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Si, voilà, si, il y a on une peut dire, communauté c'est de pas un femmes, gros mot. enfin voilà, on va Ouais, pas ouais. tout... Voilà. Comment vous avez intégré ce volet-là dans cette histoire-là? Comment ça s'est passé, cette écriture? Bon, c'est toujours difficile de reconstituer le fil de création d'une histoire, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de tisser tout le temps en permanence. On avait vraiment envie d'avoir un récit qui soit au premier degré, excitant à lire, plaisant à lire, qui soit divertissant. En fait, on voulait vraiment que ça le soit. Et en même temps, on voulait jamais perdre le fond de ce qu'on voulait dire. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Tilda, qui est un personnage au départ qui est plutôt émancipateur, ou en tout cas qui est en quête d'émancipation, montrer ses contradictions, son rapport un peu névrosé avec le pouvoir, la manière dont le pouvoir va venir la corrompre petit à petit. Enfin, et donc c'était un tissage comme ça, pas toujours facile à tenir. Parfois c'était le discours politique qui prenait trop de place, donc on le remettait à sa juste place. On ne voulait pas qu'il soit théorique, donc la difficulté c'était que ce soit dans l'action, que le fond de ce qu'on voulait dire soit toujours véhiculé par ce que les personnages font. Il n'y a pas de discours dans le livre, ou très peu, il y en a un tout petit peu. Mais quand il est vraiment indispensable, voilà, donc c'est un équilibre à trouver et à chercher. Vincent, tu as été surpris à la lecture de l'Âge d'Or parce que puisqu'on ne le perçoit pas tout de suite, de ce penchant-là, ou toi qui connais très bien l'univers de Cyril, tu t'y attendais, disons? Alors, on va dire que ce n'était pas quelque chose qui était forcément si présent dans son univers. C'est quelque chose qui faisait partie de lui, ça c'est indéniable. Mais pas forcément dans ses œuvres jusque-là de manière aussi visible. Mais comme je dis, je me fais surprendre à chacune de ses œuvres. Donc de toute façon, je ne pars pas avec une idée préconçue de ce que je vais lire. Je sais qu'il va me surprendre. Il l'a fait encore une fois. Et j'ai été content d'ailleurs qu'il mette cette partie-là parce que, bon, sans parler politique pendant un petit bout de temps, c'est un garçon qui est plutôt engagé quand même. Que ce soit pour la cause des auteurs eux-mêmes, dans le microcosme du métier, ou que ce soit même tout simplement à une échelle un petit peu plus nationale. Ça permet aussi effectivement de s'exprimer et il le fait de manière remarquable. Tu n'es pas venu les mains vides. Je ne suis pas venu les mains vides, peut-être en dire un mot. mais c'est juste pour dire que on reçoit quand même un des auteurs les plus talentueux actuels. Donc on s'est fait plaisir, on a fait une très belle affiche qui reprend la couverture, mais alors complète, sans lettrage, sans rien. Et comme c'était très joli, on a même fait le noir et blanc que normalement on ne voit pas, qui a permis effectivement la réalisation de cette affiche. Il parlait du travail des couleurs, on prend conscience quand on voit les deux, l'immense travail qui a été fait pour en arriver là. Et donc c'est une des petites cerises sur le gâteau de sa venue demain, c'est qu'il y a cette affiche à 75 exemplaires qui sera numérotée, signée, qui a été éditée pour l'occasion. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on rappelle de 15h à 19h demain, jeudi, chez BD Fugue à Annecy, à Bonlieu. Et j'en profite aussi pour donner la date du 9 novembre, puisque la dernière fois, tu étais venue avec Mademoiselle Caroline. Et il y aura aussi Matou qui seront en séance de dédicace. Voilà. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Jeannette. Merci bien. On va parler santé pour aller jusqu'à la fin de cette émission, du moins jusqu'au JT. Je reçois Isabelle Bourrin. Bonsoir. Je vous en prie. Vous êtes éducatrice sportive depuis 2001 et plus récemment thérapeute sportive. Alors depuis la rentrée, en fait, vous proposez des cours aux patients atteints de cancer. Vous êtes formée à cela. Ça répondait à une véritable attente. Vous avez remarqué ça au cours de votre parcours? Oui, tout à fait. Donc jusqu'à à peu près 2001, 2016, donc j'ai remarqué effectivement, donc c'était voilà, plus du loisir. Et puis là, sur les 2-3 dernières années, des personnes en fait appelaient pour se renseigner sur des activités physique. En fait, moi j'enseigne le pilate et la marche nordique. Donc des disciplines plutôt douces? Voilà, alors plutôt douces, mais quand même dans une volonté d'être active. En fait, moi je suis plutôt dans l'enseignement de l'activité physique dite loisir. Voilà, pas sportive, pas dans le côté performance, non. Par contre, qui répond à la demande en fait de personnes qui ne sont pas sédentaires, mais qui ne sont pas dans la compétition. Et c'est vrai que là, il y avait aussi vraiment de la demande. Et sur ces, on va dire, trois dernières années de mon enseignement à moi, en fait, sur les cours que j'enseigne, donc les personnes appelaient en disant, bah voilà, je recherche des cours, j'ai un cancer, ou alors je suis envoyée par mon médecin ou par mon oncologue qui me dit de faire du sport. Et donc j'ai commencé par accepter en fait donc des personnes atteintes de cancer, et je me suis assez vite rendu compte de mes limites à moi de compétences en fait. Donc vous vous êtes formée? Donc je me suis formée, voilà, j'ai cherché une formation, donc j'ai trouvé un diplôme universitaire à Paris.
Donc j'ai repris les bancs d'université pendant 1 an et j'ai validé la formation pour pouvoir vraiment bien accompagner les personnes. On est formé sur la cancérologie, sur la psychologie et la pédagogie liée au cancer. Alors les patients que vous accompagnez, ils sont en cours de traitement. Il y a un vrai intérêt à faire du sport pendant un traitement. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai donc sur cette année de formation, on avait aussi un stage que moi j'ai effectué sur Paris, et donc l'université qui propose est aussi en collaboration donc avec la CAMI qui a mis ce diplôme en place, et on a pu le constater, on peut le constater, et les oncologues tiennent vraiment ce discours au bénéfice effectivement de l'activité liée au bénéfice de l'activité physique, surtout par rapport aux effets secondaires. Voilà. Donc en fait, l'activité physique va permettre de renforcer la masse musculaire, puisqu'il y a vraiment une perte, en fait, une diminution de la masse musculaire, de la fatigue également. Donc c'est vraiment engager un processus qui va permettre aux patients de pouvoir mieux appréhender en fait les effets secondaires des traitements, que ce soit chimiothérapie ou radiothérapie. Qu'est-ce que vous proposez du coup? Parce que vous avez parlé de pilates et de marche nordique. Oui. C'est des cours adaptés? Comment ça se passe en fait? Alors oui, donc au niveau du pilate, eh ben, ça va être principalement donc les postures qui vont être effectivement adaptées en fonction des personnes, en fonction du type de cancer. On va essayer de trouver donc dans un objectif à chacun, et ensuite de composer la séance avec les objectifs de chacun. Donc qu'un objectif, voilà, sur un cancer du sein, sur un cancer des poumons, sur voilà, différents types de cancers, qui soit adapté à chaque personne, que chaque personne puisse aussi en profiter. Et c'est vraiment voilà, pouvoir adapter chaque posture, et que la séance voilà, soit adaptée à chaque personne. Alors vous êtes installé à Gex, dans Oui. le pays de Gex, Oui. et vous regrettez, en tout cas vous avez alarmé les élus, les autorités, etc., sur une offre de soins absente selon vous dans le pays de Gex pour les patients qui souffrent de cancer. Et puisque c'est des personnes que vous côtoyez, vous voyez bien c'est le désert en fait. Oui, oui, tout à fait. En fait, le pays de Gex, donc il n'y a pas d'hôpital. Donc il y a un hôpital mais de soins, mais qui est plus lié à un EHPAD en fait. Et il n'y a pas d'hôpital dans le pays de Gex. Donc les patients vont sur Annecy, vont au Châle, vont en Suisse. Ils font leur traitement, ils ont leur suivi médical, et puis quand ils rentrent, eh ben, il n'y a plus rien. Et puis, bah oui, faites de l'activité physique, faites du sport, bougez, ne restez pas sans rien faire, mais qui contacter? Donc voilà, dans le pays de Gex, c'est une enclave où il y a vraiment une pénurie de soins de support, en fait. Que ce soit, voilà, alors c'est vrai que moi j'enseigne voilà, sur la marche nordique aussi, d'ailleurs très bénéfique par rapport au cancer du sein en l'occurrence. Et c'est vrai que les patients se trouvent très démunis. Alors tant par exemple sur Annecy, ils peuvent trouver éventuellement, il y a des choses qui se font, mais dans le pays de Gex, donc la personne, le patient ou la patiente qui a une volonté de pouvoir faire quelque chose par rapport au traitement, par rapport au suivi, parce que l'activité physique, c'est pas simplement que l'activité physique. L'objectif, c'est vraiment améliorer la qualité de vie. C'est l'amélioration de la... Voilà, c'est large. C'est retrouver un confort pour les gestes du quotidien. C'est retrouver un confort pour simplement être avec les autres aussi, sur le lien social. Donc c'est vraiment le général. Et il y avait vraiment pas grand-chose. Et c'est vrai que les personnes qui m'ont contactée, donc, puisque moi j'ai créé l'association Plaisir Nordique, et qui est sur le domaine du loisir, du coup se crée aussi un décalage entre les personnes atteintes de cancer. Et quand elles viennent, elles se sentent bien voilà, décalées. Moi je sens bien qu'elles ont besoin d'être plus accompagnées. Donc du coup, là j'ai créé 2 cours en dehors de l'association Plaisir Nordique, dans un studio à Gex, et donc pour pouvoir proposer déjà 2 heures les jeudis, de 14h à 15h et de 15h à 16h, dans un premier temps. Et l'idée, c'est que j'aimerais bien qu'on se regroupe
à plusieurs on va dire thérapeutes accompagnés en soins de support, que ce soit des kinés, que ce soit voilà, en massage, que ce soit en ostéo, enfin voilà, des différents soins de support, en esthétique aussi, pour pouvoir accompagner les patients sur les différents soins de support dont ils ont besoin dans le pays de Gex, parce qu'il n'y a vraiment rien. Et si on veut vous contacter, il y a le site internet Plaisir Nordique. Alors ça, c'est l'association, voilà, plutôt loisirs. Mais du coup, il y a vos contacts dessus. Voilà, mais sinon, ils peuvent contacter contact.posturco@gmail.com. Et ben, on va le mettre en commentaire sur le live Facebook. Voilà. Et un rendez-vous que je donne très rapidement, parce qu'on est très en retard, le dimanche 11 novembre, dans le cadre du 41e Cross de Versenex, se déroule la 3e édition de Marche Nordique avec l'association Plaisir Nordique, au profit de l'association, à chacun son Everest. Et donc, il est possible de s'inscrire en ligne sur le site du Cross. Les bénéfices iront pour cette association, pour les femmes du cancer du sein. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci Je vous laisse rejoindre la régie. Sébastien me rejoint. Au revoir pour le rappel des titres. On part du côté de Genève. Oui, pour un livre qui fait un petit peu polémique, qui fait débat, un livre sur les nuisances générées par l'aéroport de Genève, un livre publié par l'association CARP, une association de riverains. Et puis au Semnoz, nous y allons. Nous allons partir on prendra le Télémix pour aller au Semnoz. Télémix, c'est le nouvel équipement à la mode qui sera lancé pour cette saison hivernale 2019. Plein de nouveaux équipements pour booster la saison et la fréquentation. Merci Seb, ne bouge pas. Dans quelques minutes, cette JT, à tout de suite.